xaaj na waay politique weer na waay ñu doon ànda tuñu tey politique tas na waay politique xaaj na waay politique weer na waay ñu doon dégga tuñu tey ana ka ne woon moom rek a mën waay ana ka digoon moom dina jëf di ana ka waxoon dina ñu soppi réew mi mo ana ñane woon ñoom dina ñu liggéey Sénégal suñu réew Sénégal suñu xol Sénégal suñu gaal kenn waruñu xaddi Sénégal suñu réew Sénégal suñu war assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk auditeurs yi ñuy déglu fii ci www.sunuker.com di ñu déglu ci Sunuker FM la première radio africaine de Los Angeles ñu ngi ànd ak mbégte mu rëy di dellu si waat tey ji di samedi le 11 septembre 2021 di dalal doomu Sénégal bu mag ñu koy wax le journaliste Adama Gaye Adama Gaye nag benn doomu Sénégal la boo xamante ne xam naa ñu ëpp ci sénégalais yi ñu ngi koy doog a découvrir à travers chronique yi nga xam ne moom lay def ngir bëgg Sénégal jëm kanam chronique yi nga xam ne moom lay def ngir bëgg Afrique gën a am indépendance surtout sur le plan économique ñu mën a définir sunu politique bopp ba sunu askan mel ni yeneeni askanu réew yi nga xam ne ñoom la ñuy woowee les pays avancés mu doon commentateur ci CNN Al Jazeera ak d'autres médias yoo xamante ni dañ koy consulter pour que muy wax ci domaine économique mais aussi ci stratégie de développement ak investissement gouvernement yi moom nga xam ne moom la ñu dalal tey ngir bëgg a waxtaan ak moom li may njëkk a def rek mooy jox ko kàddu gi mu nuyoog mbokk sénégalais yi nga xamante ne ñoo koy déglu bala ñuy dugg ci waxtaan wi asalaamualeykum professeur. non Adama Gaye. ok jërëjëf mon frère. si invitation bi man bu ma mësee am sénégalais bu mën di doon fu mën di nekk si àddina bi. bu ma invité si plateforme am pour wax ak sénégalais yi. dama yàkkamti tontu ko waaw. ndax defe naa ne. waxtaan dafa jot et dama seetlu ne. dafa am li ñuy wax ci tubaab déficit de communication. lu ci bari nit ñi xamante wuñu. dëgg la. ba nga xam ne sax kuy wax walla kuy jëf. léeg-léeg dañ lay xoole angle boo xam ne du loolu mooy yow. dëgg la kenn do xanaan lan moo tax nga yëngatu walla déet. donc occasion la boo xam ne. ko yàkkamte am pour waxtaan. conversation su ma sañoon mu nekk interactive échange. waaw ak sama patriote yi mais au-delà parce que sama àddina. ça a été également consacré lu si bari. ci loolu si yeneen dëkk yi à travers l'Afrique et le monde et que donc je suis un militant de l'internationalisme à commencer par li ñuy wax panafricanisme. waaw macha allah merci pour voilà jërëjëf. voilà Adama Gaye nga doon journaliste ñu bëri xamuñu la est-ce que mën nga ñu defal benn présentation boo xamante ne. au-delà de man présentation bi ma def mu nekk présentation bu simple nit ñi mën nañu xam kan mooy Adama Gaye fan la soqeekoo fan la jàngee lan la am ci expérience en quelques phrases. waaw loolu nag. dinaa ko def mais lu jafe la xam nga tubaab lay wax ne le moi et ay ça wax say wax. walaay dafa nekk loo xam ne jombul wax sa waxi bopp dafa mel ni jombul. dëgg la dafa nekk suñ société dafa nekk société boo xam ne dafa bàyyi worma. boo xam ne. daanaka sax nit ñi lu ñuy def yëpp dañuy wax ne làmmiñ baaxul bët baaxul. daanaka ñu bëgg rek looy def rek nga def ko dans la discrétion mais defe naa ne egg nañ foo xam ne. tamit il faut que ñu wax xamante. walaay c'est pas parce que pour rek wonewu déedéet mais pour que
xale yu ndaw yi am ñoo xam ne mën nañuy xool ëllëg pour seet ñoom fan la ñuy jëm ak lan lañu war a def et que ñu mën a def également ay conversation waxtaan si suñu continent bi ak suñu dëkk yi ba nga xam ne mën nañu ko jëmale kanam. waaw am ay donc repères man Adama Gaye laa tudd. ku dégg sama tur xam ne turu Sénégalais la wallaay man Kaolack laa juddoo. Kaolack sama baay commerçant kon sama yaay ménagère la woon. ménagère la woon sama baay demoon na ñu njëkk a nekk commerçant Sénégal. ñi nga xam ne ñoom ñoo créé groupe des opérateurs économiques li ñuy wax ay patronat sénégalais ñoom ñoo ko njëkk a créé. à l'époque vers la fin des années 1960 début 1970 boobu bi ñu ko créé. mooy ñi njëkk am xaalis Sénégal si seen mën-mën góorgóorlu kurti daal commerçant yàlla sama baay si ñooñu la bokkoon daan def commerçant ak baykat. baykat dañoo rusoon sax suñ doon bind sa profession du père cultivateur dañ daan rus. ñu wax primaire. ndeysaan donc sama baay loolu la nekkoon mais amoon na mérite ndax tous les premiers ñi nga xam ne ñoo njëkk a def koom-koom Sénégal moom si la bokk mook ñoom famille Bamba Sourang ñoom Idrissa Gueye ñoom Baara Mbuub ay Loum et cetera ñoo ko njëkk a def Sénégal donc kooku moo nekkoon sama baay sama yaay moom mi ngi jugee également sama baay mi ngi jugee wetu Cilmaxa ñëw dëkk Kaolack di liggéey boobu sama yaay moom jugee Touba ak Daaru Salaam ndax soxna Soda la tudd doomu Cheikh Abdou Mbacké la borom gaawaan donc sama yaay dafa nekkoon foofu rek li ñu toppatoo toute sa vie addinaam yëpp waxi Serigne Touba loolu la gëm loolu la xalaat ba mu fi jugee ñoom ñett samay waajur jugee nañ fi man daanaka par accident la ñu dugg école parce que ñun bi ñuy dugal école suñu famille yi temps boobu jàng école tubaab dafa dañ ko doon considéré suñu famille traditionnelle yi comme loo xam ne rek normalul dañoo bëggoon ñu teg ñu si yoonu école sama yaay sax danaan rus suñu gis ñuy jàng wala sama sœur yi di sol ay jupe di jóge école donc daanaka par accident la dugg école nga xam ne man bi ma jógee école primaire Kassaville Kaolack formé nañ leen fa ñoom Lamine Loum ak yooyu école boobu lañ jaare dafa duggee premier jour bi ñu ma wooyee sama tournée Adama Gaye le premier jour de la classe xaw moo ne noonu laa tudd parce que dafa ku nekk am na tur bu ndaw sa kër ba nga xam ne maître dafa ñëw mbéj ma pour ma xam lan moo nekk sama tur véritablement loolu naa ko dama jàng tamit wax yàlla dama tëyëx rek parce que mënoon naa yam école primaire parce que daw jàng école missionnaire laa daan def amul kenn surveillé sama yaay moo daan nekk sa kër ga xamuloon dara si école su ma ñibbisee ay damay xool rek ne ma noddaguñu de donc quelque part ndeysaan boo naa mala noonu la dem école secondaire continuer rek ba nga xam ne daal man daal ba ma demee première daal laa commencé xalaat ne jàng am na njëriñ parce que Kaolack boobu ana yooyu maa ngi commencé rêver génn Kaolack dem bitim réew donc dem déjà Dakar mais nag lenn rek moo mën a yóbbu Ndakaaru mooy ma jàng nga jàng dama ne première ça a marché ma def terminale góorgóorlu def bac yàlla def ma réussir ko avec mention etc. C'est pas besoin de dire les conditions j'étais major de mon jury loolu yëpp c'était pas le plus important mais moment boobu daal la commencé xam ne école ça pouvait m'ouvrir les portes de àddina bi au moins en tout cas du Sénégal. donc voyage à Dakar. ma def concours d'entrée au CESTI. réussir ko. soit j'étais premier ou deuxième mais en tout cas noonu laa duggee CESTI. et def école de journalisme. ba pare ko nag 1980. J'ai fait une spécialisation en radio, télévision, formé CESTI, nous en stage en France, au Canada, un peu visiter les États-Unis à l'époque, quand il n'y avait pas beaucoup d'Africains dans le baril. Avant ma génne école, dama am liggéey man. Dama am dañu ma yónni woon j'étais jeune stagiaire. ma dem ñu ma demal interviewer le directeur de l'école interétat de médecine vétérinaire qui voulait lancer un projet boo xam ne benn fondation la après ma ñëw mu ne ma jeune homme vous m'intéressez dama la bëgg jël noonu laa am liggéey avant ma génn école bi à l'époque on me payait 204 000 francs 204 000 kii moo am chance parce que bu njëkk ba soo génn école de journalisme convention collective bi ñu fay 89 000 la ñu fay nit ñi ba ma ko amee ñëpp di ma xoolu biti kii dafa am chance mais man ma xam koo xeeb parce que j'étais pas content si liggéey bi ma doon def parce que liggéey bi moo nekkoon nekk di projeter des vidéos ak yooyu pour ay ñi daan jàng école médecine vétérinaire
très rapidement c'était plus ma passion ba ma fa nekkee ma commencé nag foofu lañ ma commencé xam nekk correspondant de la radio Africa numéro 1 noonu lañ ko defee ba nga xam ni temps yooyu di reporter tout le temps sur la radio Afrique ñu xam ma dëgg la après nag loolu doyuma ma dem seeti directeur école bi ne ko man daal dama bëgg a yokk sama jàng mu ne ah waaw loolu de baax na rek ma jël risque bi dem France yàlla def ma am bourse du gouvernement français toog jàng fa nag jàng naa fa ay formation yu bari def naa fa sciences de l'information de la communication université Paris 2 def naa fa développement et coopération DESS à la Sorbonne def des formations au centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie moderne jóge fa après en continuant mes activités de journaliste Africa numéro 1 jóge fa Jeune Afrique recruté ma comme grand reporter conseiller du président de Jeune Afrique donc may wër Afrique yépp yàlla may na ma chance boobu avec les chefs d'État j'étais très jeune c'était ay années yoo xam ne très agréable donc j'ai ma couvrir ay grands événements du continent ay sommet de la Baule di rencontrer des Chirac di rencontrer des chefs d'État di rencontrer ay Mitterrand ay Mandela yépp ma leen di gis lu nekk jaar naa fa daal gis ko mais je voulais toujours continuer j'ai pris le risque d'aller après aux États-Unis bi ma nekkee États-Unis parce que là j'ai toujours été attiré par le monde anglo-saxon may bind à partir de là-bas tout en poursuivant mes études yàlla def ma nekk fa daal ba am fa soxna ndeysaan boo xam ne moom nation doon liggéey si secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan moom moo nekkoon l'un de ses conseillers directeur de conseil technique donc sama soxna si doom ba mu nekkee foofu am nañ maag moom ñaari bant ndeysaan macha allah kenn ki xale bi mi ngi bu jigéen bi mi ngi en Chine di def doctorat bu góor gi mi ngi def pare na formation de finance et travaille à Wall Street donc il a fait sa formation à City Columbia University man sama bopp nag waaye mi nga xam ne li ñuy wax lifetime learning koo xam ne doo jeexal jàng donc j'ai continué d'abord entre-temps j'ai été recruté par la CEDEAO comme directeur de la communication à Abuja bi ma fa jugee ma ñëw travailler à New York xamante Kofi Annan mu nekk sama xarit ma dimbale ko jàppale ko ba mu nekk secrétaire général de l'ONU ñu nekk xarit bu baax mais après ma continuer à la fois à me former dans les affaires du monde parce que ça a toujours été ma passion de continuer d'écrire mais en même temps fi ma nekk foofu ñu woo ma ne ma kaay à Londres pour nga diriger journal qui s'appelle West Africa Magazine muy équivalent de Jeune Afrique donc maa nekkoon directeur bi le premier francophone en même temps ma dem formation d'études diplomatiques à Oxford amoon naa fi entre-temps pendant que j'étais aux États-Unis une formation de leadership à Harvard ñi ma bokkaloon classe l'un d'eux est devenu président de Colombie Álvaro Uribe après ma continuer daal dégg nga formation dans le pétrole et le gaz à Genève benn livre sur la Chine être invité par l'université de Pékin ensuite formation sur la paix et la sécurité un troisième cycle à Dakar ensuite des études d'investissement et de relations internationales donc tout ça j'ai fait ça parce que je suis convaincu que le déficit bi nga xam ne amoon naa ko ba ma nekkee xale il fallait combler ça en n'arrêtant jamais jusqu'à ce jour quel que soit l'âge de continuer à aller à la quête du savoir évidemment donc voilà ce qui peut définir mon parcours parmi mes autres activités aussi donc quand j'étais à Londres comme directeur de West Africa Magazine les grandes chaînes de télévision comme CNN Al Jazeera et j'en passe suñu amee lu ñuy wax chaque fois mën nañu doon woo pour may analyser les problématiques de l'Afrique ensuite je conseillais des grands journaux américains comme International Herald Tribune New York Times et donc je faisais des dossiers spéciaux sur l'Afrique. Et si vous êtes à Washington en l'an 2000, quand Wade venait d'arriver au pouvoir, il y a 4 pages qui sont sorties dans le Washington Post, Sénégal, a fresh start. Donc voilà en gros ce qui fait mon parcours. Et en même temps, donc j'ai été consultant. J'ai conseillé des sociétés avec lesquelles j'ai fait de grands projets en Afrique dans le domaine de l'eau pour des stations d'épuration, que ce soit à Tamale au Ghana, que ce soit à Cambérène au Sénégal, que ce soit
dans l'eau au Nigeria, avec de grands investissements, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Machallah, machallah. J'ai travaillé sur ça et chemin faisant, également, j'ai tissé des relations dans le domaine du pétrole, notamment avec un ami qui est le président de l'OPEP, qui était le président de l'OPEP, Rilwanou Loukman, et grâce à moi, j'ai obtenu des barils de pétrole pour l'État du Sénégal. Abdoulaye Wade gëmu ko woon sax dama noon merci Adama pour ce que vous faites pour le Sénégal. Karim Wade gëmu ko woon, mais quand j'ai décroché ça, Macky Sall moo dem pour finaliser les accords. Quand il est allé à Mouldara, à Londres, à Abuja, Wade na ko wool Adama mu woo ma pendant que j'étais à Londres. Je suis intervenu auprès de Rilwanou Loukman, président de l'OPEP et conseiller du président du Nigeria. Macky Sall bi nga xam ne décroché la pétrole bi pour le Sénégal, évidemment mu sàcc. Voilà, il a détourné, il a volé. Donc, moi, jusqu'à présent, mon ragalma, de A à Z, et que c'est grâce à ça qu'il a obtenu un poste. Dans l'équipe de Wade, il serait resté peut-être en train de vadrouiller à la présidence de la République, mais grâce à mes relations, c'est lui qui avait fait quoi que ce soit alors qu'il n'avait rien fait. Je le dis à Wade dans son bureau, et Macky Sall, je le dis à nouveau pour que nul n'en ignore, non le dire, grâce à moi. Parce que quand j'ai commencé à en parler, le 29 juillet 2019, à l'aube, quand j'ai dit qu'ils ne peuvent pas vendre nos blocs de pétrole après le scandale, le méga scandale de Petro-Tim, Macky Sall, poussé par son ministre de la Justice, Malick Sall, qui est mon ami de 40 ans, qui fut mon témoin de mariage à Orléans, a demandé à la police de venir me chercher. Ils sont venus m'arrêter et me jeter en prison pendant 53 jours. Voilà. Les Sénégalais, naturellement, pour conclure, au lieu d'écouter posture, au lieu de tenir compte des faits et des arguments et des réalités, pour faire plaisir à un pouvoir qui avait violé mes droits et qui était dans un grand banditisme d'État, mais les gens ont suivi. Il a fallu qu'on me libère. Au bout de 53 jours, quand j'ai vu que l'État sénégalais pouvait se permettre de violer et d'attenter aux libertés d'un individu comme quelqu'un comme moi, je me suis dit, malgré le soutien que j'avais de par le monde, le khalife général des Mourides qui a envoyé son fils aîné me voir, le fils aîné de Serigne Abdou Khadre qui est venu me voir, le soutien du comité pour la protection des journalistes à New York, Amnesty International et tout, malgré tout cela, pour ne pas prêter le flanc, j'ai dit, man, je me trouve dans un pays pareil, et c'est comme ça que discrètement j'ai quitté le pays, et depuis le 5 octobre 2019, je vis Bitim Réew en exilé, et j'ai choisi cela parce que tant que le Sénégal n'aura pas rétabli un climat de démocratie, de paix et de respect des droits de l'homme véritable, je continuerai à être donc ce citoyen sénégalais qui continue de se battre au loin avec les moyens du bord. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire. J'appartiens à une famille quand même vaste. Quand on dit Macky, ça veut dire que les grandes familles sénégalaises, j'ai grandi dans ça. Je suis un homme simplement sénégalais, pétri de réalité et des traditions du Sénégal. Et donc, véritablement, je reste à votre écoute si vous voulez savoir plus. Voilà, jërëjëf may rappelé mbokk auditeurs yi que ni le journaliste Adama Gaye la am honneur bu rëy di ko dalal ci rajo bi tey ci sunu émission en toute objectivité. Ma complété rek pour compléter li nga xamante ne dama yaakaar ne xëy na da nga ko tëb te tayloo ko mooy aussi defoon nga visiting scholar fii ci Stanford University ci Californie en 2011-2012. Oui, j'ai été invité par des grandes universités. Évidemment, j'ai fait African Leadership Fellow de la London School of Economics à Londres. J'ai été invité par Stanford University à Palo Alto. Ensuite, Johns Hopkins University à Washington pendant 2 ans. Donc voilà quoi, moi je suis un citoyen du monde. Au port fécondant de l'univers. Voilà, là quoi pour me définir. Je suis un talibé. Je veux savoir. Mais Adama, dafa am benn bala ma lay laaj question bi nga xamante ne moom laay tàmbalee mu méngoog jamono. Da nga wax dara ci sa enfance nga ne daanaka presque par accident nga jàngee école. Loolu dafay revenir ci ñu bëri ñu may invité ñoo xamante ne dañoo bokk ci famille yoo xamante ne ay bañkat lañ parce que bu fekkee sa waajur wu jigéen maanaam dafa bokk ak Cheikh Ahmadou Bamba jóge ci moom est-ce que dafa am lu tax doomu buur yi après les indépendances wala juste avant les indépendances doomu buur yi ak ñi nga xamante ne ay doomu soxna lañu
pourquoi accidentellement la ñuy dugg école est-ce que dafa amoon benn système boo xam ne dafa doon éviter doomu buur yi ñu dugg école wala doomu sëriñ si ñu dugg école wala sëriñ si ak doomu buur yi ñoo doon bañ seen doom dugg école ndax seen maam yi fi ñu jaar ak tubaab bi. xam nga man d'abord man du ma doomu buur man. waaw doomu Sénégal. waaw doomu Sénégal mais sa yaay fi mu bokk xam wax nga ko léegi. d'accord mais xoolal rek xoolal Sénégalais yi ñun ñëpp benn lañu. waaw damay considérer sama rek dama lay wax rek li xew. le contexte. waaw ok. xam nga au moment de l'indépendance Sénégal. famille yi ñu bokk. waaw ñuy dugg école. waaw daanaka suñu mbokk yi. dañoo amoon ñaari possibilité. benn bi moo comme Samba Diallo l'explique, comme Cheikh Hamidou Kane l'explique dans l'aventure ambiguë. Oui. Soit nga top sa yoonu tradition mi nga xam ne alxuraan la ñuy jàngee les valeurs yi nga xam ne mooy locales yooyu ngay jàngee nga xam ne daal vraiment loolu ngay jéem a càllala bi comme dit la chaîne moom ngay jéem a continuer léegi temps boobu suñu mbokk yi suñu parents yi au fond ñoom loolu lañ moo leen gënaloon parce que pour ñoom jàng école tubaab souvenir bu bon lañ jàppe woon si tubaab bi et ñoom dañoo doon xool yu bëtu ne ñii de dañoo réer dañoo gëlëm et quelque part il n'avait pas tort parce que soo jàngee école tubaab c'est véritablement comme dit Cheikh Hamidou Kane l'aventure ambiguë parce que xamuloo lan ngay mujj ci man maa ngi nii sama destin yóbbu na ma ay dëkk yoo xam ne mosuma ko xalaat combat yi may mën a yëpp su fekkee nekkoon naa sama dëkk yem fa maa ngi nii di si jàkka ja di jumaa ji maa ngi jiite maa ngi jàng alxuraan wala yooyu ñaareel dans la tradition c'est que sama baay Alaaji Gaye Sëriñ Bassirou moo nekkoon sëriñam le père de l'actuel xalif Sëriñ Muntaxa daanaka bi mu ñuy dugal école li mu wax Sëriñ Bassirou bi ko Sëriñ Bassirou laajee Alaaji sa doom yi tax nga dugal leen école dafa lay wax rek pour justification sëriñ bi gis naa di keroog dama fi ñëw diw mi fonctionnaire la bi mu ñëwee toog sa seet si la dafa nekk si sis bi si kaw sa wet samay doom luñ jàng-jàng su ñëwee si suuf la ñu nekk parce que duñ fàtte fi ñu jóge fi ñu soxee ko donc quelque part même bi ñu dugal école bi c'était un peu à contre-cœur parce que dañ ne wax ne jàng leen parce que il voyait diffusément xamoon nañ ne loolu mooy avenir bi mais de l'autre côté société bi c'était pas encore une société prête de sorte que temps boobu maa koy fàttaliku sama sœur yi suñu daan dem école temps yooyu ay robe ak jupe yu gàtt moo xewoon wala ñuy dem marché di dugg di jënd ay sew taximan yi nga xam ne ay taalibe murid lañu suñu daan gisoon dañu ñëw suñu kër fekk ci sama yaay di jooy si seen kanam dañoo rus soxna si ndax sa doom yi lañu gis ñi ñëw sol ay jupe ñun lii gàcce la xam nga loolu dafa nekkoon problème ba nga xam ne vraiment il fallait nga nekk quelqu'un qui pouvait voir loin pour nga dugal say doom école par la suite famille yi nga xam dañu doon xas ak jëw dañ ko comprendre parce que ñoom au départ dugalu ñoon seen doom école mais 15 ans plus tard 10 ans ou plus dama gis ne seen doom après dugg nañ école waaw donc loolu mooy li amoon dëgg la mais xam nga soo duggee école dans ces conditions là ma la wax léegi rek c'est véritablement da ngay def loo xam ni c'est audacieux parce que man dañ ma dugal école man nan laa doon def daw jàng dëgg la amul kenn du ko xam du ma lire samay devoir aw ma répétiteur dégg xaw ma ban yoon moo yu baax quelle ban formation mooy formation avenir waaw nga redoubler wala ñu dàqalaat nga jël pay mooy jëm si yow xam nga loolu donc seul ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ay miraculeux yàlla moo leen may xel dès le départ 6e ñooñu laa gisoon ñoo xam ne mën nañu rëcc parce que avant ñu réaliser l'importance de l'école fekk na ñu nekk classe seconde première terminale et donc c'est déjà avancé mais ñi nga xam ni da ngay di foo di li la intéressé mooy football bi yaa ngi bëgg a jàpp baal yaa ngi bëgg a doxaan si xale yi ñooyu moo nekkoon ci univers ñu mel noonu si bari kii ñoo xam dañoo intelligent woon ñu si bari carrière yàqu na parce que amuloon kenn ku leen guidé woon amul kenn ku leen mës a sexuel donc quelque part c'est véritablement projet boo xam ne la man dama ko def te xaw ma naa def ba egsi fii tey fi ma taxaw su may dem ba yàgg na am na destin daal voilà en gros ce que je peux dire voilà jërëjëf donc may rappeler mbokk auditeurs yi que ni le journaliste Adama Gaye laay chroniqueur moom laay invité tey jii ci sunu émission en toute objectivité Adama il y a 20 ans
le 11 septembre 2001 man mu ngi ma fekk ñu may ma bourse ma jóge Italie di ñëw University of Arizona jóge London di dem New York pour wàcc Phoenix dem sama université ci yoon bi la ñu yëgee ne dañu attaqué Amérique avion bi annoncé ne dañuy yóbbu Canada 15 minutes après ñu ne Canada tëj nañ seen espace dañuy def demi tour pour dellu Londres 20 ans après fan la le 11 septembre 2001 fekkoon ci yenn condition waaw soo waxee Arizona. il faut ma nuyu sama frère yu nekk foofu. ndeysaan parce que am naa ñaari frère yoo xam ne kenn ki c'était la première génération la première promotion des ingénieurs en électricité formés au Sénégal après mu am bourse Afgrad et il est allé faire son doctorat en énergie et donc mu ngi foofu à l'université il enseigne d'Arizona et un autre qui était étudiant en France et qui est devenu donc ingénieur et professeur dans une université à Phoenix ñoom ñaar ñu ngi foofu. Machallah. Alors pour revenir à la question man 2001 dama nekkoon dans un restaurant avec sama benn xarit hollandais à Dakar. Restaurant de le Plaza à l'époque cinéma bi Plaza le tuddoon. Restaurant boo xam ne c'était bien géré restaurant italien entre parenthèses. Et j'étais là-bas maa ngi doon déjeuner ak sama xarit boobu. Qui était venu au Sénégal parce qu'on avait promis à Abdoulaye Wade d'amener une raffinerie au Sénégal avec des partenaires. Raffinerie bi ça allait être transporté par une société hollandaise qui s'appelle Petroplus. jëlee ko de l'Angleterre de Milford Haven. démonté ko parce que loolu mënuñ ko def ñëw indi ko Sénégal pour traiter du pétrole de 100 000 barils par jour et loolu. C'était dans le cadre de ce que je faisais pour le Sénégal. Mon ami Loukman m'avait dit, Adama, si tu amènes une raffinerie, Loukman était venu à Rotterdam rencontrer ses partenaires hollandais avec moi. Si vous amenez ça, nous, Nigeria, on va amener notre pétrole brut au Sénégal. On va traiter de là-bas et l'exporter vers le Sénégal parce que ça va être plus rapide et ça va être plus rentable. Donc, Kokola Nekolon, mais son patron s'appelle Marcel Van de Poek, PDG de Petroplus, qui avait à l'époque 10 milliards de dollars à titre personnel. Donc, lui, à l'époque, c'était l'un des premiers qui tenait les téléphones là, pratiquement instantanés. Il me dit, mais Adama, il s'est passé quelque chose de très grave aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé de 9/11. bi mu waxee mais ne man ñun mënuñu ko woon a gëm. dëgg la. parce que ça nous paraissait au-delà de toute considération réalisable. Bon foofu laa ko déggee. Mais très rapidement on a vu les chaînes de télévision du monde notamment CNN parce que CNN était devenue la chaîne de télévision continue à partir du milieu des années 80, depuis la famine en Éthiopie. Alors qu'au début, quand on créait CNN, les gens de chahuté, ils disaient CNN, c'est Chicken Noodles Network. C'est chaîne de noudles. Donc, voilà, quoi, hein? Voilà, pizza, et donc, CNN montrait en continu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est sur place donc, au Sénégal, bien qu'étant loin des États-Unis, que j'ai réalisé que c'est un moment important de l'histoire qui était en train de se produire. J'avais vécu quelques années plus tôt la chute du mur de Berlin. Du mur de Berlin en 89. 1985 à Berlin-Est, en Allemagne de l'Est, où le communisme était le modèle dominant et qui était l'exemple mis en avant par l'ex-Union soviétique. Mais j'avais vu que le modèle était en train de tomber. L'aéroport Schönefeld, qui est l'aéroport de Berlin-Est, c'était un de mes amis me disait, mais c'est moins joli que l'aéroport du Sénégal. Et j'en passe, il n'y avait pas de nourriture. Quand on était là-bas, on était obligé de manger des saucissons. Il n'y avait rien à manger. Donc, j'avais vécu la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. J'avais vécu ensuite la chute
de l'ex-Union soviétique en décembre 1991. J'avais assisté au sommet du G7 élargi à la Russie, au sommet de l'Arche en 1991, 92. Et donc, j'avais vu le monde aller vers ces évolutions-là. J'avais vécu aussi le génocide survenu au Rwanda en 1994 en avril. J'avais suivi évidemment les guerres du Balkan, après la chute du mur de Balkan, la boîte de Pandore de cette partie de l'Europe qui était maintenue artificiellement en stabilité, donc était devenue une poudrière, avec donc des guerres de purification ethnique ça et là. Donc j'avais vu tout cela, ce chamboulement qui était en train de se réaliser. Et quand même, il y avait eu aussi, dans l'évolution que nous voyions, l'invasion de l'Irak au Koweït en 2 août 1990. Tout cela, quand on voyait ça, on se disait, mais où va ce monde? Mais on ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait être déterminé par l'arrivée en puissance de ce qu'on a appelé le phénomène du terrorisme international, parce que c'est ça qui s'est passé après l'effondrement de l'Union soviétique, dû dans une large mesure à sa défaite en Afghanistan, parce que l'Union soviétique est allée intervenir le 27 décembre 1979 en Afghanistan pour installer au pouvoir Babrak Karmal à la tête de ce pays à la place de Hafizullah Amin. L'Union soviétique a été combattue par les Moudjahidines Khalq jusqu'à ce qu'elle soit défaite, n'est-ce pas? Et donc, forcée de quitter, et progressivement, les talibans avaient pris en main, n'est-ce pas, l'Afghanistan, et c'est de là qu'ils ont préparé, mais aussi au Pakistan et aux Philippines, n'est-ce pas, leur coup contre l'Amérique. Quand tout ça s'est passé, je me suis dit, c'est un autre jour qui est en train de se lever, parce que le monde disait que nous allions vivre un monde unipolaire, le moment unipolaire, comme dit Charles Krauthammer du New York Times, feu Charles Krauthammer, c'est ça qu'on imaginait, l'Amérique allait dominer le monde, l'hyperpuissance américaine, disait Hubert Védrine. Or ça, c'était en train d'être attaqué en son cœur, d'abord au cœur de la finance américaine à Wall Street et au cœur de son complexe militaro-industriel au Pentagone. Donc ces deux symboles de l'Amérique, de sa projection de pouvoir dans le monde, se sont effondrés ce jour-là. Et donc, nous nous sommes dit, attention, ce qui se passe aura des incidences importantes. Et c'est pour ça, immédiatement, il y a eu l'intervention de George Bush fils, alors président des États-Unis, qui était dans des difficultés parce qu'il avait été mal élu en l'an 2000 face à Al Gore. Il n'avait eu que le vote du collège électoral, mais pas le vote populaire. Donc, kooku bi mu décidé d'intervenir dans un contexte donc de guerre froide, de guerre post-guerre froide et de d'hubris américain, bi mu décidé def loolu, immédiatement, en vertu de l'article 5 du traité de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui était le traité des pays occidentaux pendant toute la guerre froide, article 5 qui dit quand un pays de l'Alliance est attaqué, donc tout le monde doit intervenir. C'est à ce moment-là que l'intervention en Afghanistan, soutenue par l'OTAN, c'est la première fois que ces mécanismes, malgré son existence tout au long de la guerre froide, entraient en vigueur. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on a connu. Ce que Bush a appelé War on Terror. Et après, George Bush disant que Tony Blair, son allié principal, disant que l'Afrique est une cicatrice sur la conscience de l'humanité et qu'il fallait faire quelque chose. Donc tout ça, je pense, c'est combiné pour faire que le 11 septembre est ce qu'on appelle en anglais a defining moment. Ça a changé le monde tel que nous l'avons connu depuis la nuit des temps. Voilà. Et depuis, maintenant, ça fait 20 ans que événement boobu am comme ni nga ko expliqué ci sa biir réponse bi mu am benn changement ak benn impact indélébile ci monde bi. Est-ce que ba tey domination américaine bi nga xam ne moom la réew yëpp doon ko xoolee seen symbole yëpp ñu daaneel ko ci bis boobu wane seen vulnérabilité, est-ce que loolu ba léegi ne c'est nit ñi mën nañ ko continuer di xalaat la toute puissance Amérique? Écoutez, l'Amérique reste quand même
toujours la première puissance économique mondiale, la première puissance technologique mondiale. Les universités américaines sont encore les meilleures. Apple et autres, les GAFAMs, comme on les appelle, sont les premières sociétés dans la cotation boursière au monde. L'Amérique reste sous divers angles du fait de son dollar, avec le seigneurage, comme on dit, n'est-ce pas? C'est un avantage exorbitant, comme dit Barry Etheridge dans le livre qu'il a consacré au dollar. Donc, l'Amérique reste encore aujourd'hui la première puissance au monde. Mais quand même, l'Amérique a montré ses fragilités devant ses faiblesses. On a l'Amérique, depuis la fin de la guerre froide, avant la guerre froide, pardon, l'Amérique a été battue dans plusieurs guerres. C'est pratiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'Amérique a commencé à souffrir, n'est-ce pas? En Corée, dans la guerre face à la Corée du Nord, l'Amérique a été forcée de s'arrêter au 38e parallèle à Panmunjom, avec l'intervention de la Chine qui l'a contrainte de retraverser le fleuve Yalu. Ensuite, l'Amérique a été battue au Vietnam. L'Amérique a été défaite là en Afghanistan. Et dans toutes les guerres pratiquement où elle s'est engagée, l'Amérique n'est plus la puissance qui peut imposer, n'est-ce pas, sa force de frappe. Il ne lui reste qu'un avantage technologique, ces drones, ces structures anti-missiles, et son arme nucléaire, sa présence au Conseil de sécurité et le fait que dans le commerce international et au plan financier, les États-Unis continuent de contrôler, que ce soit le Fonds monétaire international, Banque mondiale ou disons même une affaiblie Organisation des Nations Unies. Donc, ce qui fait que, quelle ne waratul l'hyperpuissance américaine, parce qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est que déjà, il y a comme on dit, un new kid on the block. Compétiteur important, la Chine est devenue... Avec les pays du BRIC aussi, l'un des grands pays, parti de rien à son indépendance le 1er octobre 1949 et aujourd'hui, en termes de parité de pouvoir d'achat, la première puissance économique mondiale. J'ai écrit un livre, entre parenthèses, parce que je ne l'ai pas dit quand je me suis présenté, sur la Chine et l'Afrique, qui s'appelle Chine-Afrique, le dragon et l'autruche. Je l'ai publié quand j'étais à Oxford. Après, j'ai publié Demain la Nouvelle-Afrique et récemment, après mon arrestation et ma détention, un livre intitulé Otage d'un État, qui est paru aux éditions L'Harmattan. Alors, la Chine aujourd'hui, au plan économique, est en train de dépasser les États-Unis, mais ce qui est plus important, au plan technologique, avec des sociétés comme Huawei, avec les Alibaba et autres, la Chine aujourd'hui prend les parts de marché partout, prend plus de risques et détient un marché intérieur de 1,4 milliard d'habitants. Donc tout ça fait qu'il y a un compétiteur déjà, qui n'est pas l'ex-Union soviétique avec, disons, la puissance militaire que l'Union soviétique avait, mais qui peut causer beaucoup plus de difficultés aux États-Unis. Sur le plan économique. Que l'Union soviétique pouvait le faire, parce que les États-Unis dépendent sur les réserves financières de la Chine pour maintenir à flot leur économie. Donc, il y a la Chine. Vous avez aussi l'émergence d'un Sud qui remet en question le modèle politique, démocratique poussé par les États-Unis, que ce soit la Turquie, que ce soit une résurgente Russie, que ce soit la Turquie, que ce soit des pays comme la Corée du Sud, l'Inde. Tous ces pays-là commencent à se dire, mais écoutez, nous n'allons pas dépendre du parapluie américain, et même l'Europe. Aujourd'hui, qui a longtemps compté sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, commence à avoir un nouveau concept pour dire, nous, on va avoir une souveraineté stratégique, parce que l'épisode Trump
pendant Trump qu'il est passé au pouvoir a été un épisode traumatisant pour nous. Parce que nous, quand Trump est arrivé au pouvoir, il a dit nous n'allons plus supporter le fardeau de l'Europe. Et donc, ce départ-là, exigeant que les Européens mettent 2% de leur budget dans leur politique de défense, tout cela a fait qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'Amérique. Et l'Amérique aujourd'hui, par ses faiblesses, encore confirmées par le récent retrait, ce que beaucoup appellent la débâcle en Afghanistan, n'est-ce pas? Cela fait qu'aujourd'hui, véritablement, l'Amérique n'est plus la superpuissance, l'hyperpuissance à l'époque, après la guerre froide. Voilà. Il y a 20 ans, problème du terrorisme, la ñuy wax muy benn attaque boo xam ne ci extérieur la jóge am sur le sol américain. ñuy wax sax ne bii mooy première après Pearl Harbor. Benn question bi mu bëgg am mooy le 6 janvier 2020 ki nga xamante ne moo di président Donald Trump aidé par ses supporters ñoom seen wàllu bopp dañoo attaqué institution américaine yi ci seen biir dëkk muy parlement bi fi nga xamante ne member of the house yi fi lañ daloon fa la ñu dugg attaqué leen est-ce que yaakaaroon ne fi mu toll ni jamono jii nii maanaam l'ennemi numéro 1 des États-Unis c'est l'Américain lui-même. Ok, il faut quand même du delluwaat ginnaaw parce que Pearl Harbor, si je me souviens bien, c'était le 7 décembre 1942, quand donc le Japon a attaqué Pearl Harbor vers Hawaï et donc détruit la flotte américaine qui y était. Voilà. Donc, mais attention, on ne peut pas dire que 2001, mooy l'autre attaque. Parce que 1993, am na attaque. Waaw, dëgg la. World Trade Center. Oklahoma. Am na aussi, après ça, en 1998, des attaques yoo xam ni aux 2 ambassades américaines, au Kenya et en Tanzanie, à Dar es Salaam, Nairobi et Dar es Salaam, qui coûtaient la vie à beaucoup de gens. Yooyu tamit avant. Voilà, donc, c'est vrai. Wow. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'ennemi, il est intérieur? On peut le dire. Parce que l'Amérique, déjà après la guerre froide, George Bush père disait, quand il a gagné la guerre froide et après gagné la guerre contre l'Irak, nous devons retourner en Amérique pour reconstruire l'Amérique. Et son opposant à l'époque, Bill Clinton, venu d'Arkansas, disait dans Warnan, it's the economy stupid. C'est l'économie imbécile, comme le lui avait dit James Carville, son conseiller en stratégie, pour dire que le problème de l'Amérique, c'était que pendant longtemps, pendant la guerre froide, l'Amérique s'était occupée des problèmes des autres et avait oublié les problèmes domestiques intérieurs. Les problèmes humains, la drogue, les violences conjugales, le racisme. Ces problèmes-là étaient une réalité déjà vers la fin de la guerre froide. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'Amérique, étant par définition un pays ouvert, a laissé beaucoup de gens entrer dans ses frontières. Et l'Amérique, par ailleurs, a toujours été, en termes de politique étrangère américaine, je me suis spécialisé, entre parenthèses, en politique étrangère aux États-Unis en faisant la formation à l'Université du Maryland, Foreign Policy Making Program. Une des choses qui définissent la politique étrangère américaine, c'est que l'Amérique balance entre l'unilatéralisme et l'isolationnisme. Aller à l'extérieur, la politique de la canonnière, ou bien se replier derrière ses frontières, 2 océans, le Pacifique et l'Atlantique, et encadré par 2 pays qui ne peuvent pas lui poser de problème, le Mexique et le Canada. Et donc, cette Amérique-là pensait pendant longtemps être à l'abri des problèmes, alors qu'à l'intérieur, ces problèmes-là étaient en phosphorescence. Léegi nag loolu moo rattrapé Amérique, de sorte que après la crise financière de 2007, 2008, 2009, qui a permis l'arrivée au pouvoir en 2009, le 20 janvier 2009 de Barack Obama, c'est loolu su crise boobu amuloon jamais du gis nit ku ñuul ñu élire ko en Amérique. Donc quand il est resté au pouvoir pendant 2 mandats jusqu'en 8 ans plus tard, quand il y a eu l'élection, son successeur fut Donald Trump. Or, Donald Trump, il a surfé sur cette deuxième tendance de la politique étrangère américaine, l'isolationnisme.
Parce que si vous connaissez l'histoire de l'Amérique, bien que créé, les premiers migrants qui sont arrivés aux États-Unis en 1607 à bord du bateau le Mayflower, pour eux, dans la dynamique, n'est-ce pas, du protestantisme et autres, ils voulaient s'écarter des Européens et autres qu'ils considéraient comme des gens qui n'étaient pas propres, qui étaient non respectueux des normes religieuses et tout. Donc, l'Union européenne repliée, ils pensaient être le peuple élu sur Terre. Cette tendance-là, Amérique bataille, quand Donald Trump a été élu en juin 2016, très peu de gens pensaient qu'il pouvait passer. Moi, j'avais pris le risque de dire qu'il allait gagner. Et je l'avais dit en 2 endroits. En juin 2016, à Chatham House, qui est le plus grand think tank, la boîte à idées pratiquement au monde et qui est basée à Londres, ils avaient convoqué une conférence, la conférence de Londres, London International Conference, et ils m'ont invité. Parmi les gens qui étaient là, il y avait celui qui était candidat pour être secrétaire général de l'ONU, M. Guterres. Il y avait donc de hautes personnalités venues du monde entier, les Sachi Tharoor, de grands intellectuels et le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond. Tout le monde était dans une dynamique. C'était quelques jours avant le vote du Brexit, le 16 juin, qui en 2016 finit par signifier le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ce jour-là, tout le monde disait que qu'est-ce qu'on va faire avec un futur président qui s'appellerait Hillary Clinton. Et je me suis levé et j'ai dit, mais attention, vous êtes là en train de dire une présidence Clinton. Et si jamais Donald Trump gagnait? Dans la salle, je peux le jurer sur le Coran, comme si man j'étais un ovni. Et je me suis dit, non, et donc, j'animais une chronique au Sénégal dans un journal qui s'appelle Nouvelle Hebdo. Et j'ai écrit Président Trump. Pourquoi il va gagner? J'ai donné les arguments. Point par point. Et yan moo quelques arguments yoo xam ne évoqué woon nga ko nga moo taxoon nga basé wu ci yaakaar ne Donald Trump dina gagner Hillary Clinton parce que loolu surprise pour même. J'avais dit que l'Amérique l'Amérique avait été créée et était née d'une révolte de la Tea Boston Party pour être contre la monarchie. Or, les Bill Clinton, dans la suite des Bush et des Kennedy, ça allait être la création d'une tendance monarchique, d'une part. Deuxième part, j'avais dit, attention, dans les processus démocratiques électoraux aux États-Unis, il y a toujours ce qu'on appelle de October Surprise. Au mois d'octobre, avant l'élection qui intervient en novembre, il y a quelque chose qui se produit, qui peut être un phénomène de politique étrangère, comme ça peut être à l'époque la prise des otages en 1979 de 444 Américains en Iran, ce qui avait permis l'élection de Ronald Reagan face à Jimmy Carter. Et j'avais dit qu'il y aura un October Surprise. Et le October Surprise est venu avec les emails de Hillary Clinton, dont Donald Trump s'est servi pour pouvoir surfer et avancer le plus vite possible. Il y avait 2 ou 3 autres éléments, je ne m'en souviens pas, mais dont j'avais parlé à l'époque. Donc, quand Trump est arrivé, lui, il est arrivé sur la base d'un slogan, America First. Il fallait bâtir une Amérique forte qui s'occupe des problèmes intérieurs. Et lui, malheureusement, il voulait bâtir ça sur la limitation de l'immigration en formant la frontière au Mexique et en formant les frontières à des races qui commençaient à rejeter et en particulier à des religions qu'il rejetait. Donc, et en voulant présenter aux Américains le problème interne comme le défi des Américains, il a créé ce qu'on a appelé cette polarisation qui a justifié Black Lives Matter. S'il n'y avait pas eu ça, probablement Trump aurait été réélu parce qu'il était parti pour passer avec les scores qu'il réalisait à Wall Street, avec véritablement la bourse qui était resplendissante, avec le taux de chômage qui était au plus bas, avec une situation économique qui n'était pas encore affectée par l'arrivée, par la suite de la pandémie du Covid 2019. Tous ces facteurs-là ont fait
qu'il y a un climat de tension que Donald Trump, à sa manière, à la manière d'un populiste, disons-le, suprémaciste, extrémiste de droite, raciste, n'est-ce pas, qui ne s'en est jamais caché, a pu conforter jusqu'à ce que donc le 6 janvier, par son discours où il a dit à ses militants qui sont venus le voir à la Maison Blanche qu'il fallait qu'ils aillent s'en prendre au Congrès américain en exprimant la voix du peuple, et cela a entraîné effectivement cette crise interne avec mort d'homme en l'occurrence. Donc voilà. C'est une réalité qui n'est pas encore résolue parce que le phénomène Trump est encore là en sous-jacence. Exactement. Qu'on pense que s'il y avait des élections nouvelles, après surtout ce qui la débâcle en Afghanistan, les Américains allaient le ramener au pouvoir. Donc, voyez-vous, nous sommes dans un monde aujourd'hui, même les partenaires extérieurs de l'Amérique, que ce soit l'Europe et même les pays africains, commencent à se dire à quelle Amérique se fier. Est-ce que c'est l'Amérique sur une base normale, à la traditionnelle démocrate, ou est-ce que c'est une Amérique isolationniste qui va se replier sur elle-même? Donc aujourd'hui, ça pose un grave problème. Et par ailleurs, les Américains continuent à envoyer de mauvais signaux. Parce que, par exemple, la politique étrangère américaine de cornerstone, la pierre angulaire, c'est une politique orientée vers les droits de l'homme, la démocratie, le respect des libertés, de sorte que il luttait contre la corruption. Ce qui faisait que les gens se tournaient vers l'Amérique. Le département d'État publiait chaque année son rapport sur l'état des droits de l'homme dans le monde. L'Amérique était une boussole, une référence. Or, aujourd'hui, les signaux sont mixtes. On a vu l'Amérique se lever un beau jour et dire nous quittons l'Afghanistan. Qui va se faire encore confiance? Mais Mané, ci retraité boobu laa bëgg focus un peu quoi sur le plan politique, mais aussi même sur le plan interne. Bonne conséquence la am xam naa sur le plan international boo ko xoolee am na dëkk yoo xam ne ba léegi ñu ngi xool Amérique. Est-ce que Amérique léegi wóor na? Est-ce que Amérique puissance bi muy amoon pour contrôler le monde am na ko ba tey? Ñu ngi gis la montée de la Chine di dem vers Afghanistan. Le Pakistan aussi mu ngi ciy bëgg a profiter ci situation bi nga xamante ne Amérique jóge na Afghanistan. Mais au plan interne lan nga yaakaar ne moo ci doon conséquence? Est-ce que Donald Trump mën na ci jaare dellu si? Mais oui, mais écoutez, si ce n'est pas Donald Trump, mu li ñuy wax avatar de Donald Trump, parce que d'abord l'actuel président, il n'est pas jeune. Il a près de 80 ans. Oui. On l'a vu tomber de son avion sur les escaliers. Oui. Parfois, il a des positions erratiques quand il parle. Et des décisions abruptes, comme ce qui s'est passé quand même en Afghanistan. Ça envoie le plus mauvais signal. Même ceux qui se battent pour la démocratie, les gens se disent, mais attention, cette Amérique, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ça veut dire que dans le passé, quand il y avait des droits de l'homme qui étaient violés, au moins on entendait la voix de l'Amérique qui condamnait ça. Mais aujourd'hui, on n'entend plus ça. On savait à l'époque que quand quelqu'un violait les droits économiques de son pays et venait aux États-Unis, en vertu de ce qu'on appelle le Foreign Corrupt Practice Act, la loi qui punit les crimes de corruption et le droit de compétence universelle partout dans le monde, soit ex-Amérique, tu tombes sous le coup de la loi. Or, Donald Trump, quand il est arrivé, il a dit nous n'allons plus attacher les mains de nos entreprises pour compétir avec les Chinois. Donc, il leur a dit, en d'autres termes, sur l'énergie de corruption. C'est cette situation-là, ces signaux-là, qui font que l'identité américaine est devenue brouillée, Alors donc, si c'est au niveau international, au niveau interne, vous avez une situation dans un pays qui est, comme démocratique, polarisé, divisé, racialement, divisé politiquement avec des faucons, et aussi qui a chaotique parce qu'il commence à voir que au plan de la composition ethnique et raciale, l'Amérique est en train de ne plus être un pays de ce qu'on appelle les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ça est en train de devenir un pays où véritablement vous avez plutôt
des Mexicains, des Latinos, des Asiatiques, des Africains américains, plus de 13% de la population américaine, et j'en passe. Donc, il y a une peur, panique. Les Blancs américains commencent à avoir peur. Et donc, il ne leur reste que le levier du pouvoir politique. Ils se disent qu'est-ce qu'on va faire pour reprendre et réorienter l'Amérique vers une destination dans le long terme. Notre identité de société chrétienne, blanche et haute reste. Et donc, c'est ça qui peut, en fin de compte, être utile, n'est-ce pas, à la remobilisation de ce qu'on appelle les fidèles, non seulement de Trump, mais au-delà, n'est-ce pas, même au sein des démocrates, parce qu'il y a les démocrates qui sont plus proches des républicains que ils ne le sont, n'est-ce pas, du parti démocrate, n'est-ce pas. Et donc, ces gens-là vont œuvrer pour une Amérique qui va s'occuper des problèmes intérieurs et qui va remettre au centre du jeu les Blancs. Et donc, je pense que nous vivons une période très incertaine. La première question fondamentale qu'il faut se poser, c'est de savoir à son âge, avec sa fragilité, est-ce que l'actuel président, Joe Biden, donne en place jusqu'à la fin de son mandat. Est-ce que si pas extraordinaire, quelque chose advenait, comme ce fut le cas à l'époque avec Richard Nixon en 1974. Il a été remplacé par, si je ne m'abuse, j'ai oublié son nom, l'ancien vice-président. Jimmy Carter. Comment? Du Jimmy Carter. Non, Jimmy Carter est venu en 1976. Okay. Et c'est lui qui a gagné l'élection face au vice-président qui était avec le président Nixon. Alors, donc, je veux dire, aujourd'hui, si Joe Biden n'était plus en place, ben, c'est lui qui va être in charge, va s'occuper de l'Amérique, c'est Kamala Harris, qui est d'origine indienne et haïtienne ou quelque chose comme ça. Est-ce que cela ne va pas davantage accentuer la polarisation? Est-ce que les Américains, en l'absence actuelle d'une crise financière comme celle qu'on a connue en 2007-2009, est-ce qu'ils sont prêts encore à se jeter dans les bras d'un leader qui ne leur ressemble pas? Toute la problématique de l'Amérique est aujourd'hui là. Voilà. kooku mooy Gerald Ford moom moo remplacé woon Nixon bi mu. Gerald Ford moo nekkoon foofu waaw j'y pensais à lui mais je voulais pas dire de bêtises quoi. Voilà. Mais may rappelé mbokku auditeurs yi que maa ngi dalal Adama Gaye Adama bii def naa mooy doon dernière question bi ma lay laaj ci Amérique bala ñuy dem ci yeneen question yoo xam ne am naa ko mu jëm yëpp sur géopolitique en Afrique mais aussi au Sénégal Amérique. dafa am xam naa ni yow dëkk nga fi dafa am problème boo xamante ne at yi ñu génn ñu ngi dénoncer Amérique de l'intérieur mooy Amérique dafay joxe ay leçons de morale ci lu mel ni Sénégal département d'État bu bindee dafay bind ci affaire u taalibe yi exploitation xale yi alors que à l'intérieur des États-Unis les minorités ñi nga xamante ne ñoom ñooy noirs yi ak hispaniques yi ak yeneen race yu sew yi nga xamante ne ñoo nekk États-Unis boo leen boole ñoom ñëpp barely la ñuy nekk 30% quoi mais boo demee ci prison yi ak jeel yi ñoom ñoo fay nekk jusqu'à 80% mu doon loo xamante ne tey ñu ngi koy dénoncer ci Amérique est-ce que phénomène boobu nga xamante ne tey américains yi ni ñuy liberté nit ñi ni ñu koy bafouer ni ñuy abuser maanaam droit nit ñi te ñu ngi ko jiiñ ñi nga xam ne ñooy white suprémacistes yi nga xam ne ñoo occupé poste bi dans les polices dans les stations de police ñu ngi koy jiiñ policiers yi te gis nga policiers yi ci boppam ñoom ñooy rey nit ñi est-ce que aussi xeex boobu nga xamante ne beaucoup d'activistes américains tey jóg nañu pour di vilipender États-Unis mu en donneur de leçons à l'extérieur alors qu'à l'intérieur mu ngi bafouer liberté ñenn ñoo xamante ne waa dëkk bi lañu est-ce que loolu tamit doonul loo xamante ne dina affaiblir Amérique à l'intérieur suñ ci yokkee xeex bi nga xamante ne white supremacisme ñu ngi koy xeex ànd ak Donald Trump pour jël pouvoir bi ne America first. waaw loolu am na. xam nga nag. xam nga les États. waaw dañuy poursuivre seen intérêt. Comme on dit en Amérique, la politique étrangère américaine commence à domicile. Donc,
il faut nga xam li xew si biir Amérique pour nga xam li ñuy def ci biti réew Amérique position parfois day am ay contradiction ay position ambivalente dëgg la mais xam nga quand l'Amérique a commencé à publier les rapports du département d'État je pense que c'était au début des années 90 si je me trompe pas mais en tout cas temps boobu la amoon doole man temps boobu dama nekkoon Amérique bu baax et donc dama ko daan jot et à l'époque quand l'Amérique sortait ça suy génn adduna bi yépp dañu nekk au garde à vous ñëpp tiit parce que kuñ si cité rek daanaka dafay affecté oui ses relations avec les investisseurs dëgg la communauté internationale lépp dafay peser xam nga lan rapport bi doole ba mu amoon amatu ko li tax mu wàññeeku c'est la Chine chinois les Américains commencent à attaquer et en particulier après les événements de mai-juin 1989 Tiananmen bi nga xam ne Chinois dañoo rey ay nit Américains yi ñëw di leen si attaquer ne on va mettre sous embargo la Chine et cetera moment boobu Chinois yi ñi nga xam ne ñoom ils sont très réactifs dañ leen nan la ñuy def ñun tamit chaque année dañuy préparer un rapport sur l'état des libertés et des droits de l'homme en Amérique da nga xam ne donc chaque année comme les éléments les données sont là am Chinois yi ñoom dañuy préparer seen rapport def pare nga xam ne couverture rek mooy des waaw jour bu Amérique génnee tey l'état des libertés dans le monde wax ne en Chine lii les Ouïghours les musulmans les gens qui sont dans des pays comme dans les régions comme le Tibet etc leurs libertés ne sont pas respectées le lendemain Chinois yi dañuy génne seen rapport les États-Unis premiers violateurs des droits de l'homme et documenté ko ce qui fait que à la limite rapport boobu du waxati sax lu bari ci Chine parce que Chinois yi dañ leen di tontu dañuy fayu voilà waaw donc quelque part aussi ñun suñu pays position de faiblesse bi ñu yore waaw moo tax ñu mën ñoo yabee noonu parce que tamit li ñuy wax suñu dëkk yi dafa bu ñu wax ne parce que attaqué nañu loolu rek kon ñun africains ñu ñëw naan ah oui chez vous aussi les gens sont mis en prison et cetera c'est pas parce que il y a une faute en Amérique qu'on doit ignorer nos fautes il faut ñu nangu suñuy faute ak suñuy faiblesse corriger ko effectivement yaakaar ensuite nag maintenant relation yi am ak Amérique il faut que waxtaan nekk de façon telle que soo génnee argument yi américain mënuñu ko bañ a nangu en effet su fekkee ne par exemple sur la question du traitement de ceux qui violent les droits de l'homme de façon massive par exemple et qui sont déférés comme le cas de Laurent Gbagbo, comme c'est le cas de éventuellement Omar El-Béchir, comme ça a été le cas de Jean-Pierre Bemba, pour que aussi les gens viennent dire attention, l'Amérique, vous avez tué les gens à Guantanamo, vous n'avez pas respecté l'état de droit en Irak, vous avez violé les libertés en Afghanistan, mais gagnez des preuves sans que ce soit sentimentaliste. Et que, éventuellement, qu'on dise à l'Amérique, mais vous êtes contradictoire. Vous nous parlez de démocratie, de droits de l'homme. Pendant toute la guerre froide, vous avez été le parrain des pires dictatures, de Marcos aux Philippines, à Mobutu, en République démocratique, ou alors Zaïre, en Afghanistan, même dans l'enclave de Cabinda, en Angola, et dans beaucoup d'autres pays, vous avez fermé les yeux sur des autocrates pour bailler les révolutionnaires tant qu'ils étaient alignés sur vos intérêts. Donc, ça, c'est une réalité. Ces problèmes-là, l'Amérique, elle fait ça parce que c'est quand même ce qu'on appelle en géopolitique l'hégémon, la grande puissance. Elle fixe les normes, elle décide de l'orientation. Même si elle a perdu pied un peu et que c'est l'Europe qui commence à donner les soft normes, les normes douces, n'est-ce pas, pour l'orientation géopolitique des affaires internationales, on ne peut pas sous-estimer le rôle de l'Amérique de ce point de vue. Mais par contre, nos pays africains, ils sont dirigés par des gens dont la voix ne pèse pas. Vous pensez que nous nous affecter les gens au cœur de l'Amérique? Prenons un exemple. À un moment donné, au début des années 1990, il y a eu un effort
pour utiliser la communauté africaine-américaine, plus de 12% de la population aux États-Unis, comme levier pour que l'Afrique puisse s'en servir et avoir une influence à l'intérieur de l'Amérique. Il y a eu, avec le révérend Léon Sullivan, le sommet africain-américain Africa. Donc tout le monde disait on va faire ceci, il fallait créer le mémorial de Gorée, amener les investisseurs américains, les Andrew Young promettaient de construire des aéroports. Tout ça était promis, mais vous savez, à l'africaine, il y a l'enthousiasme, mais il n'y a pas de suivi, n'est-ce pas? Ensuite, il y a eu les ouvertures, l'AGOA, l'Africa Growth Opportunity Act, lancé par Bill Clinton en 1996. Il y a eu le PEPFAR, le programme lancé par George Bush, sa signature stratégie pour lutter contre le sida dans les pays d'Afrique australe. Tout cela a été fait, mais en réalité, l'Afrique n'a pas travaillé pour que ces ouvertures-là lui bénéficient. Parce que les Américains se sont rendus compte très rapidement que l'Afrique était le ventre mou de la diplomatie internationale et que c'est par là que passaient des pays comme la Chine en utilisant des prête-noms pour aller profiter de AGOA, faire donc des ventes qui bénéficieraient de textiles à la Chine ou en tout cas profiter, n'est-ce pas, des autres opportunités que l'Amérique, par son ouverture donnée à l'Afrique, en s'appuyant sur le levier, n'est-ce pas, des Africains américains. Maintenant, pour ce qui est de l'intérieur de l'Amérique, nul ne doute que ce pays-là est un pays problématique. Parce que quand on est malade en Amérique, si on n'a pas une couverture, c'est une catastrophe. Même pour voir un médecin, il faut payer 300 ou 500 $ ou 1000 $ facilement. La plus petite opération peut vous coûter 50, 70 000 $ aux États-Unis. Grand problème. Pour aller à l'université, c'est très bien leurs bonnes écoles, mais aujourd'hui, vous payez des cours de 100, 200, 300 000 $ pour faire une formation d'avocat ou de juriste, et le reste de votre vie, vous êtes là à rembourser des dettes, n'est-ce pas? Si vous allez dans les suburbs, dans les quartiers des États-Unis, vous avez quand même les communautés blanches dans les quartiers UP et les Africains américains, les Noirs, les Latinoïdes, laissés quelque part dans le lumpen prolétariat, là où véritablement nga xam ne ay affaire comment dirais-je, drogue, ay affaire un monde interlope moo fa nekk. Donc il n'y a pas d'intégration. On ne peut pas dire les États-Unis d'Amérique, c'est plutôt ce qu'on peut appeler même les États désunis de l'Amérique qui existent socialement. Alors, donc, est-ce qu'il y a au plan politique ay leaders yoo xam ne am nañ suffisamment de capacité de persuasion pour amener l'Amérique à se retrouver, à s'aligner sur de nouvelles valeurs pour que ça redevienne une grande chapelle, n'est-ce pas, où se retrouveraient plusieurs confréries, mais tel n'est pas le cas. Et donc, l'Amérique est en train de perdre du terrain, à la différence d'une Chine qui aujourd'hui, bâtie sur une civilisation de 5000 ans, avec une unification depuis l'an 221 avant notre ère moderne, donc plus de 2221 ans depuis que les Qin, la dynastie des Qin s'y est installée et a organisé, n'est-ce pas, l'utilisation de la langue chinoise unique, le mandarin de Qin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand vous êtes en Chine, vous voyez à la limite une race qui est unique. Parfois, c'est excessif, c'est même injustifiable, indéfendable, l'unité de Fofu. Mais vous voyez ce qu'ils font chez les Ouïghours dans le Xinjiang ou dans le Tibet, chez les monks, chez les disciples du Dalai Lama. Ils les forcent à manger du porc, à faire des choses pour qu'ils sortent, n'est-ce pas, des traditions anciennes que la Chine avait laissées, parce que la Chine permettait que d'autres viennent, comme les Kubilai Khan et autres qui entrent en Chine. Lolo, ils sont en train, n'est-ce pas, d'effacer ça pour bâtir une nation unique. C'est ce qu'on appelle le réveil de la Chine. Or, l'Amérique, c'est un État fracassé. C'est un pays divisé. C'est un pays dont les positions sont incertaines. Aujourd'hui, c'est Trump qui dit ça, Biden dit ça, autre chose. Au Congrès, ils se bagarrent du matin au soir. Il y a une division entre les deux ailes du Congrès. Et le reste de l'Amérique, les commerçants, les investisseurs américains hésitent à aller à l'extérieur. Ils se contentent du marché intérieur américain. Voyez-vous? Donc, les problèmes sont véritablement sérieux et que l'Amérique est obligée véritablement de s'appuyer
réalité est de savoir qu'elle est en train de perdre du terrain. On connaît l'histoire de la montée et du déclin des puissances comme défini par Paul Kennedy. On a vu ça avec l'Allemagne qui monte en 1870 pour prendre la place de l'Angleterre. On a vu l'Amérique prendre le leadership du monde en 1945. Après, n'est-ce pas, ces dernières années, mais c'est la Chine qui est en train de prendre ça. Est-ce que militairement, elle pourra jouer le rôle d'hégémon, la Chine? Est-ce qu'au plan économique, elle pourra supplanter les États-Unis? Est-ce que son business model fondé au plan politique sur l'État leader, l'État qui organise, gouverne tout, qui est un État stratège, un État léviathan, aussi pour reprendre le terme de Thomas Hobbes, est-ce que tout cela risque d'être un repoussoir par rapport à comme des pays comme les nôtres, on est tenté par les libertés et les droits de l'homme. Alors tous ces problèmes-là, c'est des problèmes de fond. Et tout ça, on peut dire que ça a été déclenché par 9/11, ce qui s'est passé le 11 septembre, a mis à nu les grandes problématiques qui étaient gelées pendant longtemps, pendant la guerre froide, où les partis en conflit se sont regardés en chiens de faïence. Là, aujourd'hui, la plupart sont disposés à aller à des conflits. Et donc, il y a le risque, si on est attention à ce que le monde aille vers des tensions extraordinaires dont on n'ignore pas, on ne peut pas deviner les conséquences qui peuvent en résulter. Voilà. jërëjëf mbokk auditeurs yi ñu ngi doon dalal ba tey ki nga xamante ne mooy le journaliste Adama Gaye damay dem Afrique yow yëg nga ko réagir nga ci sa page Facebook ñu bari di la suivre événement bu xew ñu dem di la suivre ci sa page Facebook nga wax ci li nga xam ne moom nga ci xalaat coup d'état bi nga xam ne moom moo xew Guinée ci moment boo xamante ne maanaam esprit troisième mandat daal moo xew en Afrique de l'Ouest am na Côte d'Ivoire naroon naa am ci dëkk yu mel ni Mali ñu ngi koy coow Sénégal mu jekki-jekki rek ki nga xamante ne moo ko defoon yeggalul sax troisième mandat bi daanaka ci début bi la nekk muy Alpha Condé ban conséquence la am ci suñu réew ak ban jàngat nga ci def globalement surtout en Afrique de l'Ouest. waaw man li xew avec en Guinée man bettuma. bettu la. déedéet. bettuma bindoon naa ko daaw mën naa la yónnee article bi. c'est pas pour bindoon naa ko j'avais écrit Alpha dégage. Je connais Alpha Condé depuis 1990. J'étais jeune journaliste à Paris et en Hollande, à Radio Hollande Internationale, et j'animais une émission hebdomadaire qui s'appelait Actuel. Et Alpha était notre ami. Nous militions ensemble pour la démocratisation du continent. Ben, j'étais à la Baule en juin 1990. Si vous allez voir, pendant la période du sommet de la Baule, la couverture de Jeune Afrique, c'est une interview que j'ai réalisée, avec l'alors président du Gabon, Omar Bongo, où il dit « Debout, je ne partirai pas ». Parce que c'était les premières violences. Et quand on est allé à la Baule, Mitterrand a dit « Il va promouvoir ce qu'il appelle la prime à la démocratie ». Alpha Condé était partout de tous les combats. Donc c'était quelqu'un de sympathique, accessible et tout. 3 ans après, je suis allé à Conakry comme directeur à la CEDEAO. Je suis allé manger chez Alpha et 2 personnes m'avaient accompagné, Serge Daniel qui est à RFI et Chérif El Walid Sey qui a été rédacteur en chef du Soleil et conseiller d'Abdoulaye Wade. Ils m'ont accompagné chez Alpha. Alpha dit quand Serge Daniel a voulu intervenir, Alpha voulait physiquement se bagarrer avec lui. Wow. Adama, dis à ton gars-là de ne pas entrer sur New York parce que man, il a voir si RFI. Bon, on s'est quitté jusqu'à je le voyais de temps en temps dans les conférences. Ben ko élire, mais bonhomme histoire, 2010. Et élection dans des conditions douteuses parce que en fait, c'est le dernier Diallo gagnant l'élection. Mais comme les gens l'avaient vu se battre pendant 30 ans contre le régime autoritaire, ils ont fermé les yeux en disant que bien que avec le tac de souffle, mais c'est la def. Pas une fois les Alpha de la sopé. Devenu acariâtre, violent, verbalement, même physiquement. Il n'en faisait qu'à sa tête. Quand je l'ai revu la dernière fois, c'était
février 2017 lors d'un sommet de l'Union africaine à Addis Ababa. dafa ma gis rek ñu ne Adama yow yaa wax ne kii Yaya Jammeh mi ngi Gambie tu ne peux rien pour attendre. J'ai rigolé parce que doo bëggoon a xeex ak man physiquement. Dans le hall de l'Union africaine où il venait d'être élu président en exercice de l'Union africaine. Donc bi affaire yi daaw octobre, avant octobre, il y a eu un changement constitutionnel en mars. Alpha dégage. Il est temps de laisser à d'autres le soin de prendre le relais. Il y a un certain temps utile def nga ko. Soo ko deful li dal Laurent Gbagbo moo lay dal. Laurent Gbagbo fekk këram en 2011 teg fetal mook jabar ji seen néeg chambre à coucher loolu moo lay dal. Est-ce que loolu dalu ko looloo ko dal gis nañ ko xam nga loolu. Après ma gis ne Alpha bëggul dégg ci loolu dara ma gis mu utiliser l'armée ku ko opposé mu ray au sens propre du terme. L'homme a du sang dans les mains. Ensuite au lieu que mu gouverne dëkk bi pour l'intérêt des Guinéens mu ñëw xëcc des mercenaires étrangers des journalistes yoo xam ne ay tubaab lañu ay Soudan ñu mel noonu Jeune Afrique toutes sortes de personnes yoo xam ne ni sans foi ni loi ñoo ko wër ay Tony Blair Bernard Kouchner et évidemment autour de lui il a ethnicisé le pouvoir dit-il les Mandingues ça passe Cancan et autres Nédal il n'est pas question qu'on permette à un Cellou Dalein Diallo en Fulani de passer pour diriger la Guinée. Depuis octobre ba nga xam ne il a forcé les barrières pour se faire réélire malgré le rejet de la communauté internationale, malgré l'impasse de la Guinée, malgré tout il s'est accroché et croyait pouvoir rester à la tête du pays malgré un troisième mandat boo xam ne amu si woon droit, malgré les conseils de ses amis ñëpp a ko supplié. Il s'est accroché et le résultat a été ce qu'on a vu la semaine dernière. Quelque part, ce coup d'état-là, loolu mooy ce qu'on appelle quelque chose boo xam ne qui est une bénédiction déguisée. Parce que ñun ñëpp démocratie, droit de l'homme, processus électoral transparent lañ bëgg. Mais Afrique li ñu wax moi je me souviens parce que yàlla def na ma fekk ko ça s'est passé en juin 1999 à Alger lors d'un sommet de l'OUA. J'y étais allé avec Abdou Diouf qui m'avait invité. L'OUA avait voté une résolution pour dire nous allons mettre fin à l'arrivée au pouvoir des militaires en échange d'un respect par les civils des droits de l'homme et des libertés et donc d'une pratique démocratique boo xam ne contrôlée et menée scrupuleusement par les leaders civils. Ensuite 2 ans après en 2001 au sommet des jeunes du G8 c'est là où on avait tué un jeune. Ça coïncidait avec les périodes où il y avait les vagues altermondialistes qui avaient commencé en 1999 à Seattle, ensuite sur les rounds de Doha, rounds de développement lancés à la suite de 9/11 pour pouvoir tendre la main, gagner comme on dit aux États-Unis les hearts and minds, les cœurs et les esprits. Donc, on avait dit aussi qu'en Afrique, nous allions engager le G8, qui est l'ensemble des pays les plus importants au monde. Donc, à l'époque, on avait inclus dedans l'Union soviétique, remplacée par la Russie. Donc, la Russie, depuis quelque temps, la Russie en est exclue. Et on disait aux Africains, bon, ok, nous allons vous donner les financements dans le cadre de ce que vous appelez le nouveau partenariat pour le développement du continent africain, NEPAD. L'Afrique cherchait 70 milliards de dollars sur une période de 10 ans. C'était un projet porté par Abdoulaye Wade, Olusegun Obasanjo, l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, et l'ancien président de l'Algérie, Bouteflika. Quand ils ont parlé avec les G8, d'accord, on vous donne le financement à la condition que vous respectiez la démocratie, que vous respectez également la fin des conflits, que vous conflit Afrique, et enfin que vous réduisiez les pratiques de corruption pour une meilleure gouvernance macroéconomique des pays africains.
C'est ça le deal à la fois, donc validé par l'Organisation de l'Unité africaine, confirmé par le sommet du G8, accepté par le continent africain, y compris donc un an après à la création de l'Union africaine en 2002 à Maputo ou en Afrique du Sud, à Durban, n'est-ce pas, par l'Union africaine. Alors, cet accord-là, si il avait été respecté, on n'en serait pas là. Parce que les pouvoirs avaient accepté le principe de la transition, la limitation des mandats, la transparence électorale, les libertés de presse, les droits de l'homme. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, c'était un engagement des dirigeants africains du bout des lèvres. C'est la mine mais c'est une bop, dès qu'ils ont commencé à recevoir des flux financiers et surtout avec ce qu'on a appelé à partir du début de l'an 2000 le super cycle économique avec le boom sur les denrées stratégiques, les denrées alimentaires et minières, les ressources naturelles du continent africain, du fait de l'émergence de la Chine, l'argent a commencé à affluer vers le continent africain. Ils ont commencé à mettre en place à travers l'Afrique des mesures pour empêcher qu'ils se réalisent leur engagement, n'est-ce pas, bienveillant sur le respect des libertés et des droits de l'homme. Et là, on a commencé à faire en multipliant des institutions prétendument démocratiques, des organisations, entre guillemets, des droits de l'homme, des organes de presse qui sont à leur service, des journalistes qui travaillent pour eux et des acteurs étrangers qui commencent à les encourager en disant « Oui, l'Afrique, c'est un continent qui n'est pas stable, vous ne pouvez pas partir, il faut rester au pouvoir, ainsi de suite, ainsi de suite. » Alpha Condé est arrivé au pouvoir dans ce contexte-là. Et en réalité, il n'est pas le seul à n'avoir pas respecté sa parole. Mais sa chute est une confirmation de ce que soit une volonté populaire va s'exercer ou une volonté militaire. Dans le cas de la Guinée, ça s'est exercé. Mais on peut penser que les au Tchad, en avril, mort de Idriss Déby, c'est une mort provoquée. Ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays qui ont ramené les pouvoirs en place qui ne voulaient pas partir, ont été forcés à partir. Bouteflika a été forcé à partir par le mouvement Irak qui a occupé la rue pendant des mois et voire au moins 2 ans. La même chose s'est produite en Afghanistan où il y a eu un coup de palais avec la chute de Dessalines Maïli Saddam, remplacé par l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed. Au Zimbabwe, la chute du président Mugabe, héros de la guerre, remplacé par son chef du service de renseignement qu'il avait exclu pour qu'il ne prenne pas le pouvoir, Mnangagwa Emerson, ainsi de suite. Vous regardez presque partout sur le continent, il y a ces mouvements-là, malheureusement brusques, parce que les pouvoirs qui sont en place ne veulent pas faciliter des processus démocratiques. Quelqu'un a pu dire, quand ils arrivent au pouvoir par les urnes, ce qu'il faut, c'est quoi? One man, one vote, once. Si on fallait ben d'une meilleure chance, mais nous fallait. Donc, ce qui s'est passé en Guinée, ça aurait pu se passer en Côte d'Ivoire, parce que Alassane Ouattara, malgré tous les chichis qu'il a racontés sur « Oh, je ne voulais pas me présenter, j'avais désigné Gon Coulibaly pour me remplacer, j'avais peut-être désigné Ahmed Bakayoko pour me remplacer. » Tout cela, et ces gens-là sont morts bizarrement, justifiant sa candidature, et donc son forcing pour se faire élire. Alpha Condé dans cette foulée, Macky Sall qui est encore incapable de déchiffrer, de décrypter les tendances lourdes dans le monde et de comprendre que ce qui se passe en Guinée peut se produire au Sénégal, veut aussi lui tourner autour du pot et essayer de dire que voilà, l'école chinoise qu'il essaie de comprendre à la suite de Xi Jinping devenu l'empereur de la Chine, plus puissant même que Mao Zedong, qui rêve de rester en place au-delà de 2035, Macky Sall a cet agenda caché. Parce qu'il a commis beaucoup de bêtises au pouvoir. Nous aussi, voici leur problème. Parce que quand ils arrivent au pouvoir, au lieu de gouverner leur pays, de gérer ça avec bienveillance, comme un Mandela l'a fait, ils sont arrivés pour se remplir les poches et à un moment donné, ils se disent on ne peut plus quitter parce que si demain, ils seront poursuivis par la justice. Voilà la réalité fondamentale. Voilà. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une régression de la démocratie. Et nous n'avons plus de relais à l'extérieur pour nous soutenir. Les États-Unis, je l'ai expliqué, il y a un reflux, n'est-ce pas, du soutien américain aux causes démocratiques. Même l'Union européenne
parce que ñoom dañoo tiit par rapport à la Chine. Pendant longtemps, ils mettaient en avant les critères de bonne gouvernance et de démocratie comme prérequis pour ces relations avec les pays africains. Quand ils ont vu en novembre 2006 la Chine organiser un méga sommet Chine-Afrique et que tous les chefs d'État étaient là, ce que Mme Merkel, chancelière allemande, a dit, nous n'allons pas laisser l'Afrique à la Chine. Et c'est comme ça que l'Union européenne a organisé, quelques mois après, en décembre 2007, à Lisbonne, un sommet Europe-Afrique. Et depuis lors, l'Europe a fermé les yeux sur les droits de l'homme, même si aujourd'hui, sa commission dirigée par l'Allemande Ursula von der Leyen dit qu'elle veut faire être une commission géopolitique qui ne se contenterait plus seulement de rester un bloc commercial. L'Union européenne, dans ses postures, dans ses interactions avec les pouvoirs africains, et à l'intérieur de l'Afrique, nous avons aussi un dernier problème, c'est que la classe politique n'est plus à la hauteur, l'intelligentsia s'est assoupie, les forces sociales, religieuses, syndicales, journalistiques et j'en passe, judiciaires, s'alignent derrière la course à l'argent facile. Donc, comme l'État, c'est le seul acteur en ayant les capacités de redistribution des richesses, donc quiconque est au pouvoir, ils sont prêts à te servir, à justifier le bref. Voilà le problème que nous rencontrons aujourd'hui en Afrique. Et c'est ce qui explique que la crise de la démocratie en Afrique, c'est un problème, disons, systémique. On ne peut pas seulement l'aborder sous le prisme Diou. C'est pas seulement Alpha Condé, c'est pas seulement Macky Sall, c'est pas seulement Alassane Ouattara. C'est à tous les échelons de la société où nous pouvons voir qu'il y a véritablement des résistances à la démocratisation sur le continent africain. Alors que en 1990, quand nous lancions à la Baule la démocratisation, en réalité, c'était même pas Mitterrand qui avait lancé le processus de démocratisation en Afrique. Ça avait commencé sur le continent. Comme je vous l'avais dit, déjà en juin, au mois de mai 1990, pour Jeune Afrique, j'étais allé interviewer Omar Bongo et faire un reportage sur la ville de Port-Gentil et Libreville qui était attaquée par des jeunes Gabonais qui étaient contre la mainmise sur le pouvoir par Omar Bongo. On avait vu la même tendance presque partout en Afrique, notamment les conférences nationales qui commençaient au Gabon et d'abord au Bénin, la démocratisation par les alternances intervenait très rapidement dans des pays comme la Zambie avec Chiluba et d'autres pays comme ça. Et Mitterrand, qui est un opportuniste, qui a le nez creux, ayant compris cela, s'est dit il nous faut suivre ce que les peuples africains veulent. C'est pour ça, quand on parle de la Baule, je dis c'est une erreur. La vraie démocratisation a commencé en Afrique. Malheureusement, cette tendance qu'on a connue en Afrique subsaharienne et qui s'est développée également en Afrique, au Maghreb, avec ce qu'on a appelé à partir de 2011 le printemps arabe, ces tendances-là sont en recul parce que les populations violentées par les forces de sécurité alignées derrière les pouvoirs en place qui distribuent l'argent. Ensuite, l'intervention, n'est-ce pas, des puissances non démocratiques, Chine et autres, qui ont conforté les dictatures en place. Et enfin, la pusillanimité, la faiblesse des Européens et Amérique, tout cela, ça s'est transformé en un précipité pour faire qu'aujourd'hui, la démocratie en Afrique est dans un coma profond. Voilà Adama xam naa amoon naa ay questions yu bëri bëggoon naa dugg en profondeur ci li nga xamante ne ci moment bii mooy information yi ñu jot ñuy maanaam di ñu wan kan mooy réellement Mamady Doumbouya fi mu jaar ci Sénégal am na ñoo xam ne sax jàpp nañu comme que légionnaire la woon ci armée française daanaka nit ku ñu dugal ci biir la rek pour mu def le sale boulot bëggoon naa aussi wax affaire inondation yi ci Sénégal ak coalition yi nga xam ne ñoom ñooy dessiné wu fu mu toll nii ci élection yi locales yi nga xamante ne moom mooy am mais malheureusement 1 heure bi ñu la waxoon jot na xanaa dama lay jox kàddu ga bu fekkee ne am na loo ci mën a maanaam mu doon sunu tàggoo question boo xamante ne moom laay laal mais dama koy def une vaste question
bëggoon naa xam mbirum Guinée mbirum ñi nga xamante ne ñooy alpulaar laa leen di mën a woowee mooy pël Fuuta yi ak ñi nga xamante ne ñooy malinké yi pourquoi Guinée ba léegi malinké yi rek ñooy gérer pouvoir dafa mel ni saa yu demee ba keneen ku jóge ci pël Fuuta yi bëgg a jël réew mi dañ koy faagaagal ba à la fin depuis Sékou Touré et puis bu loolu jàllee boo ñu mënee wax aussi maanaam jàngat bi nga am ci formation politique yi ci élection locale yi ñu jëm inondation bi mën mi ñàkk ndox mi ak Covid bi nga xamante ne mu ngi jeexal suñu kilifa yi au Sénégal ban jàngat nga ci am globalement ñu tàqali ko ndax waxtu wi jeex na. waaw jërëjëf maa ngi sant d'ailleurs sa auditeur yëpp. di sant ñi nga xam ne tamit dañ may faire l'honneur le privilège de me lire. maa ngi leen di sant. jërëjëf sans vous je n'existe pas. ma ne pour Guinée. écoute les conditions du pouvoir font que le fait que dëkk boobu. depuis 1958 ay malinké ñoo ko yore en commençant par Sékou Touré ça fait que le pouvoir dafa des ci biir kër gi. donc ñooñu ils ont contrôlé le pouvoir militaire depuis lors. loolu mooy l'un des premiers problèmes et les Fulani contrôlent l'aspect économique Alpha Condé sax laqatul ne la on va pas laisser ceux qui contrôlent l'économie prendre le pouvoir politique de ce pays. ça c'est première donnée. Pour ce qui est du Sénégal grosso modo. Si on parle des inondations, mais c'est une affaire très très grave. Nous pouvoir Macky Sall nee nañ 750 milliards jaay nañ ko sur le plan décennal pour lutter contre les inondations. kenn xam fan la xaalis ba jaar mais il faut y mener des audits. ñi nekkoon ONAS ñëpp ñi nekkoon ministère de l'assainissement ministère de l'hydraulique ministère des infrastructures doivent répondre xaalis boobu fan la jaar dans quel compte la dugg est-ce que ban paradis la dugg dans quel pays étranger ñiy wax ay Canada yëpp loolu dafa nekk loo xam ne c'est un activisme citoyen moo ko mën a exiger éclairé et la diaspora doit jouer un rôle parce que ceux qui sont ci biir Sénégal malheureusement ñoom su leen xotalee rek Macky Sall su ko defee rek ñu jël gannaaw il faut qu'il y ait des enquêtes menées même par les gens qui sont au Canada et ailleurs il y a des Sénégalais qui sont dans tous les domaines dans le domaine financier et autres que ñooñu mener des enquêtes pour pouvoir rendre compte aux Sénégalais. Ensuite vraiment depuis 10 ans que Macky Sall est au pouvoir li ñu gis mooy lan une succession de scandales catastrophes jaay Petro-Tim sàcc nos blocs de pétrole et de gaz 10 milliards de dollars jël jox ko sa rak Aliou Sall ak Franck Timis jël les mines de Sabodala et d'autres projets yëpp nga jël ko ay changement du building administratif 40 milliards mën nga multiplier à l'infini jënd ay avion bu bees amul kenn kuy wax mais man lii nii bertuma j'avais man 2012 ba ñuy fal Macky Sall dama bind benn article mën ngeen ko retrouver sur internet entre la peste et le choléra le refus d'un choix dama ne duma si bokk parce que xamoon naa ne Macky Sall est un voleur il est capable de tout faire pour tuer la démocratie dans ce pays il est capable n'est-ce pas de bazarder les ressources du pays de recoloniser Sénégal rien que pour pouvoir continuer de jouir des prébendes du pouvoir loolu mooy la réalité te Sénégal yi ñu ngi toog bras croisés comme je l'ai dit hier sur Al Jazeera quand je parlais de la Guinée les Sénégalais sont endormis au volant enfin avant ma sori may ma wax la tuuti si Doumbouya bi nga wax parce que quand même dama ci thèse boobu li ñu wax naan oui c'est vrai que il y a eu beaucoup de morts paraît-il un bain de sang c'est violent que c'était un légionnaire am na ñoo xam dañuy yaakaar sax ne Sarkozy moo organisé coup bi est-ce que français yi ci ginnaaw mais dama ne la nañ waxante dëgg Alpha Condé defoon li mu waroon a def amul kenn ku ñemee def coup d'état en Guinée parce que toute l'Afrique se serait mobilisée dëgg la mais Alpha Condé amul benn nit bu jug mën koo défendre 1998 ba ko Lansana Conté jàppee tous les Sénégalais nous à Paris et Trocadéro fu nekk la daan mobiliser pour moom Abdoulaye moo yónnee avion jëlee ko fa xam nga loolu madame Madeleine Albright qui était secrétaire d'État ministre des Affaires étrangères de Bill Clinton est allé voir Lansana Conté toog ak moom avec son conseiller et pendant qu'il lui parlait non il faut que vous libériez Alpha Condé xam nga lan la ko waa ji wax parce que xamuloon ne ndaw si ki mu àndal dégg na suusu
dafa wax ne mais cette pute là nga baal ma si li may wax elle pense qu'on va libérer ce gars là jamais. Donc je bëgg wax ne tout le monde s'était mobilisé pour ñu génne Alpha Condé. mais léegi toppatoo ko. donc quelque part le principal fautif moom la. deuxièmement nañu waxante dëgg tamit. quel que soit X. il y a un léger mouvement. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se dire il n'est pas question qu'on laisse les Français nous gouverner. Il n'est pas question que quelqu'un nous. Mais tant qu'Alpha Condé était là, mais là, on continue, je connais Alpha Condé. Ce monsieur-là, bon, il a menti sur son titre. Il se dit professeur qu'il n'est pas. Quand il était à Paris, il passait son temps à jouer au loto et à vivre des minima sociaux. Ce monsieur-là, n'est-ce pas? Dès qu'il est devenu président, il est devenu quelqu'un d'autre. Ce monsieur-là, il est indéfendable. Ayons les pieds sur terre. Quand on s'accroche au pouvoir, on mérite d'être chassé du pouvoir. C'est la même chose qui s'est produite en 2008. 2008 au Nigeria, quand Sani Abacha était le dictateur qui terrifiait tout le Nigeria, les gens ont trouvé le moyen de le faire empoisonner par des prostituées indiennes, n'est-ce pas? Donc, quelque part, quand on s'accroche au pouvoir de cette manière-là, on crée les conditions d'un coup de force. Enfin maintenant, pour parler du Sénégal, quand je vois également quelque chose qui essaie de se faire, même si je ne suis pas très content avec les forces qui sont là, parce que je vois beaucoup de conservatisme, je vois beaucoup de gens les mêmes, comme on dit en anglais, things change to remain the same. C'est neuf. Et quand on regarde les gens qui sont là, qui sont mobilisés ni avec Sonko, ni avec Abdoulaye Wade, ni avec Macky Sall, d'autres forces encore, sur un site, le grosso modo, dañoo bokk ci tapalé ak sàcc yi nga xam ne moo yàq Sénégal ces 20 dernières années. Évidemment, on ne peut pas faire Rome en un seul jour. Donc, quelque part, il faut aussi être à la fois un peu humble, un peu tolérant et comprendre que quelque part, toutes les démocratisations qui ont eu lieu, à un moment donné, on fait un pardon et on transcende, n'est-ce pas, ce qui se passe. Vous avez parlé de mon passage à Stanford quand j'y étais. J'ai participé à un programme qu'ils font là-bas sur la démocratisation. C'est l'un des meilleurs programmes qu'ils font. Et parmi les intervenants, l'un des intervenants, c'est Frank Fukuyama. Quand il est intervenu un jour, il a montré que les grandes démocratisations qui ont eu lieu, les transitions démocratiques avec Larry Diamond, qui est l'un des plus grands spécialistes aux États-Unis de la démocratie, c'est des démocraties pactées. Le habeas corpus, le pacte de Kouroufugan, les démocraties qui ont fait leur transition dans ce qu'on appelait les démocraties de couleur en Asie, avec la Corée du Sud et tout. Il faut qu'il y ait un pacte, que les gens s'entendent sur un minimum, n'est-ce pas? Et que même quelque part, les salauds que l'on a identifiés, qu'on leur dise, écoutez, vous avez plus de l'argent, laissez quand même les gens qui vont rebâtir ce pays prendre en charge son leadership. Comme ça, on va réduire un peu les chasses aux sorcières qui vont distraire les gens. Mais de là à penser que ce sont ces coalitions-là qui sont dans la plupart des cas sectaires, formées en catimini, qui ne s'occupent ni à la diaspora, ni à l'interland, au pays intérieur, ni à des forces nouvelles, et qui représentent véritablement les mêmes têtes, les mêmes idées, n'est-ce pas? Je ne crois pas, malgré toute l'impopularité de Macky Sall, que ces coalitions que j'appelle des coagulations, n'est-ce pas, puissent incarner pour le Sénégal, n'est-ce pas, les forces novatrices, n'est-ce pas, modernes, qui abordent les idées, qui portent le 21e siècle, et ça, cet effort-là, s'il n'est pas fait, le Sénégal continuera au plan politique, au plan religieux, au plan social, au plan syndical, au plan intellectuel, de vivoter dans ce qui est aujourd'hui son destin, d'être dans l'obscurantisme. Waouh! may sant di la gërëm di sant ñu déglu ñëpp. jërëjëf kooku moo nekkoon tey sunu invité Adama Gaye defal ñu cours d'histoire jàngal ñu lu bari ci li nga xamante ne moom la ko. la vie rek échanger ak yéen. kontaan naa ci trop di la gërëm di la sant sa disponibilité di seede mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu bi ñu defee démarche yi def nañu wii d'abord doog a xam sax yan condition la ñuy defee interview ak moom ma lay remercier di la ñaanal jàmm yàlla sàmm la te vision bi nga am pour Afrique
ci lu baax ci loo xam ne daf ñuy jox suñu indépendance économique ak politique yàlla na la fi yàlla yàggal ba nga gis ko. Di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñu doon déglu di ñu yónnee di ñu balancer sax ay questions yoo xamante ne mënuñu ko woon laaj lépp waaye li ñu ci mën def nañ ko ci xam naa dinañu bàyyi ba beneen jamono ba mu noppaliku ñu invité ko waat pour mën a aborder yeneen sujet yoo xamante ne c'est d'actualité dinañ ci mën a jàng lu bari. Adama donc ñu ngi lay gërëm di la sant la jox dox daje beneen yoon. waaw maa ngi lay sant maa ngi sant ñëpp. maa ngi vraiment di bégte si li ngeen di def. waaw parce que j'ai entendu que nga nekkoon Italie après nga ñëw jàng si à Phoenix. loolu ça montre que il y a un pôle de ressources humaines importante, n'est-ce pas, pour notre pays. Et donc si vous animez le débat, n'est-ce pas, intellectuel, il suffit que dem na ba egg suñu dëkk ñu continuer ko et que demain on puisse jouer notre partition dans la réinvention de non seulement notre pays et le continent africain. Je pense que ce continent pourrait, disons, comme certains l'ont dit, réclamer le 21e siècle, parce que c'est le continent qui comptera presque 2 milliards d'habitants bientôt. C'est un continent qui a la plupart des ressources naturelles, les terres rares, les minéraux les plus importants du monde, qui est en transition technologique. C'est le continent où vous avez 30 millions de kilomètres carrés, vous avez véritablement une tradition et des possibilités, un grand marché et un dividende démographique avec une population jeune, dégourdie, disposée, n'est-ce pas, à travailler à une refondation du continent africain. Je pense, pour dire que c'est le moment d'engager la conversation pour que le 21e siècle ne nous échappe pas. Souvenons-nous que au siècle dernier, la Chine avait vécu pratiquement jusqu'en 1945 son siècle d'humiliation. La guerre de l'opium 1856 avait été une guerre perdue par la Chine, qui avait été forcée d'ouvrir ses frontières, de laisser des territoires contrôlés par des puissances extérieures qui sont venues prendre des espaces et les contrôler avec des mesures judiciaires extra-territoriales. Et donc, véritablement, la Chine a été humiliée, mais quand la Chine a voulu se redresser, malgré une guerre civile entre 1945 et 1949, la Chine, progressivement, partie de rien, s'est imposée pour devenir la puissance du 21e siècle. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de jouer ce rôle-là? Gisuma ko. Voilà. jërëjëf kooku moo nekkoon Adama Gaye doon suñu invité tey ci seen émission en toute objectivité. ñu leen di jox rendez-vous beneen samedi à 16h ak beneen invité di wax comme d'habitude vive le Sénégal et gloire à sa jeunesse. na nga xam ne askan wi kenn moomu leen ba tax na ku leen faale ñu fal la te askan wi ñooy fal te ñooy folli.